Aujourd'hui, on se retrouve dans une nouvelle vidéo revue de livres comme j'en ai fait déjà beaucoup sur ma chaîne. Si ce type de vidéo t'intéresse, tu pourras trouver dans la description une playlist qui regroupe toutes les revues de livres que j'ai pu faire depuis maintenant 8 ans. J'ai d'ailleurs commencé ma chaîne YouTube avec une revue de livres, c'était un livre de développement personnel. Donc voilà, il y a de la psycho, il y a de la socio, il y a énormément de choses, je te laisse découvrir tout ça. Et aujourd'hui, on va s'attarder sur le premier livre sorti par Irénée, que tu connais peut-être sur Instagram sous le pseudo Irénévrose, qui a sorti donc La Terreur féministe, petit éloge du féminisme extrémiste. Je sais pas quand elle l'a sorti, je crois que c'était il y a déjà quelques années. En tout cas, je sais qu'elle était très jeune puisqu'il me semble qu'elle a écrit ça alors qu'elle n'avait que 21 ans. Donc on va s'attarder aujourd'hui sur cette lecture et j'espère qu'elle pourra t'apporter autant qu'elle m'a apporté à moi. Tu as sûrement déjà entendu la célèbre citation de Margaret Atwood qui dit que les hommes ont peur que les femmes se moquent d'eux, alors que les femmes ont peur que les hommes les tuent. Une variante de cette citation, qui veut dire sensiblement la même chose, c'est que le machisme tue tous les jours alors que le féminisme n'a jamais tué personne. Si cette phrase « on ne peut plus vrai » décrit effectivement la violence du système discriminatoire patriarcal dans notre société actuelle, c'est quand même une phrase qui mérite qu'on la remette en question. Et c'est la question que va poser Irénée dans ce premier ouvrage. Est-ce que le féminisme n'a-t-il vraiment jamais tué personne? Et elle pose aussi la question de pourquoi, quand on parle de féminisme, pour pouvoir le mettre en avant et rassurer, entre guillemets, les personnes qui pourraient potentiellement s'y intéresser, pourquoi on passe son temps à le présenter comme étant absolument non violent et pacifiste? L'autrice pose les questions suivantes à la page 15. Que se passerait-il si la terreur féministe devenait réelle? Si les hommes commençaient à avoir vraiment peur? Une peur intense, profonde, viscérale. Puisque la raison, l'empathie et la honte ne permettent pas de mettre fin à la violence misogyne, à l'oppression patriarcale, au viol, aux agressions sexuelles et au féminicide, la seule issue pourrait être de susciter la crainte. Selon l'autrice, il faut une bonne fois pour toutes, si on se revendique féministe, regarder notre héritage en face et arrêter de faire comme si le féminisme n'avait jamais commis de crime. Il en a commis, et il en a commis parfois, souvent, pour de bonnes raisons. Et c'est justement ce que l'on va essayer de comprendre aujourd'hui, de quel crime il s'agit, dans quel but, pourquoi, et concrètement, qu'est-ce que ça fait dans la lutte féministe. Cet ouvrage est constitué de différents portraits biographiques de personnages fictifs au début du livre, puis de personnages réels, pour expliquer en quoi la violence féminine et féministe en réalité existe depuis très très longtemps dans notre histoire. Et d'ailleurs, elle a participé aux avancées que l'on connaît aujourd'hui pour la plupart d'entre nous qui pouvons avoir un compte en banque, aller travailler et être autonome financièrement, pouvoir voter, pouvoir conduire une voiture, avoir accès à la contraception, à l'avortement, pouvoir divorcer, enfin bref, tous ces droits qui aujourd'hui pour les nouvelles générations sont acquis, mais qui ont été obtenus d'une manière qui n'était pas pacifique la plupart du temps. Dans la première partie du livre, on va déjà s'interroger sur comment se manifeste, à quoi ressemble la violence des femmes et ou féministes. Souvent, quand on parle de violence, on s'imagine parler de faits, de gestes concrets, de paroles, d'actes précis, mais il faut savoir qu'on est aussi dans des logiques conceptuelles, c'est-à-dire qu'on n'est pas que dans un monde matériel, on est aussi dans un monde de pensée, de représentation, de symboles. Une grande partie de ce qui fait notre compréhension du monde social actuel vient des représentations que l'on a autour de nous sur les autres groupes existants. Les médias nous montrent une représentation de ce que sont les personnes migrantes, de ce que sont les personnes musulmanes, de ce que sont les personnes trans, de ce que sont les femmes, de ce que sont les enfants, etc. Donc ces représentations influencent notre manière déjà de vivre, de conceptualiser nos interactions avec les autres et surtout la manière dont on va ou non les dominer. La violence masculine est très souvent représentée, elle est normalisée et même valorisée pour les hommes, puisqu'un homme qui se montre violent lorsque c'est nécessaire et qui n'a pas peur d'être violenté est considéré comme un homme dominant, viril, quelqu'un qui en impose. La violence masculine est donc communément admise comme étant un trait caractéristique de la nature masculine. La violence, ça fait partie du comportement masculin, c'est associé à la testostérone, à la puissance, à la conquête, à la force, bref, t'as capté. En ce qui concerne la violence des femmes, c'est une autre paire de manches puisqu'elle n'est quasiment jamais représentée, ou en tout cas jamais représentée de sorte à ce que ce soit les femmes qui soient actrices de cette violence. Quand on associe l'idée des femmes avec l'idée de la violence, on va systématiquement penser à la violence qu'elles subissent en tant que femmes, à juste titre, puisque nous vivons dans un monde patriarcal qui génère des violences envers les femmes. Mais qu'est-ce que ça donnerait si on commençait à représenter réellement la violence dont sont capables les femmes ?
et qu'elle ressente à l'intérieur d'elle. Ça passe beaucoup moins. La société cherche constamment à éloigner les femmes du concept de violence et d'agressivité. Elle ne l'accepte que si elle en est victime, mais jamais si elle en est autrice. Tout au long de l'histoire, beaucoup de femmes ont essayé de représenter, d'exprimer en fait leurs sentiments liés à la violence, et elles ont systématiquement été effacées de l'histoire, discréditées, moquées, voire stigmatisées au point de prétendre que leur violence était forcément issue d'une forme de folie. Comme on le sait par exemple, on les qualifiait d'hystériques au moindre signe d'énervement, d'impulsivité, de colère quoi. Le fait d'avoir si peu de représentation de femmes violentes, de femmes agressives, de femmes s'étant défendues de manière musclée face à leurs agresseurs, fait que pour la plupart d'entre nous, féministes modernes, l'idée d'avoir un usage de la violence nous paraît absolument rédhibitoire, quelque chose à rejeter très loin de nous. On associe la violence aux hommes, nous ne sommes pas des hommes, nous n'allons pas nous comporter comme eux. Or, dans la lutte féministe, elle est nécessaire, et on va voir en quoi dans l'histoire elle a été nécessaire, et comment elle nous a permis d'obtenir réellement des droits, de la justice, ou en tout cas de la place médiatique. On va prendre l'exemple d'une artiste peintre née à Rome au XVIe siècle, qui s'appelle Artemisia Gentileschi, désolée pour ma prononciation. C'est donc une artiste qui n'est pas autorisée à étudier dans la même académie que ses confrères peintres, qui s'appelle l'Académie de Saint-Luc, qui donc va devoir persévérer dans son domaine par ses propres moyens. À 19 ans, elle va peindre son œuvre la plus connue qui s'appelle Judith décapitant Holoferne, qui est donc une scène biblique dans laquelle on voit cette fameuse Judith s'en prendre à un homme. Et donc cette scène a déjà été beaucoup reprise par différents peintres dans l'histoire, et la version d'Artemisia Gentileschi est particulièrement violente, ou en tout cas perçue comme telle. Il faut savoir qu'un an auparavant, Artemisia avait été violée, elle en avait parlé à son père qui avait porté plainte pour qu'elle obtienne justice, et pendant son procès, on l'a torturée pour pouvoir tester son honnêteté. On peut légitimement imaginer qu'elle avait fait cette œuvre dans le but d'extérioriser ce qu'elle avait vécu, de le dénoncer, et donc d'utiliser l'art comme un moyen d'expression de violence. Si je résume, Artemisia Gentileschi a été effacée de l'histoire de l'art parce que femme. La seule trace qui peut subsister d'elle au détour de lecture tourne autour de son viol. Comme si 5 siècles après les faits, ce viol restait plus important que l'œuvre extraordinaire qu'elle a laissée. Comme si elle n'avait aucune chance de passer à autre chose, d'exister pour ce qu'elle a créé et non pour ce qu'elle a subi. On en revient à ce que je mentionnais tout à l'heure, plutôt que de prendre en compte ce qu'elle essayait de dénoncer et d'exprimer à travers son art, on ne retient que son statut de victime, puisque l'idée de la violence ne peut aller qu'avec le fait de la subir lorsqu'on parle des femmes. Le portrait de femme suivant de cette première partie qui concerne du coup la conceptualisation de la violence est cette fois un personnage fictif. Il s'agit de Lisbeth Salander. Alors tu vas voir pourquoi on parle d'un personnage fictif dans cette partie. C'est un personnage issu de la très célèbre saga Millennium. Que ce soit son comportement ou son physique, rien dans ce personnage ne correspond aux attentes habituel que la société patriarcale pose sur les femmes. C'est un personnage qui dérange, c'est un personnage qui n'est pas là pour plaire, c'est un personnage qui met mal à l'aise, et c'est exactement pour ça qu'il est aussi connu. À l'époque où cette saga est sortie, il était rarissime d'avoir des figures féminines avec un tel impact médiatique qui représentent ce type de féminité-là qui, jusqu'à ce moment-là, était quasiment inexistant, ou en tout cas pas très connu dans la sphère mainstream. Alors je n'ai pas lu ni vu quoi que ce soit en lien avec cette œuvre qu'est Millennium, donc je ne connais pas l'histoire, mais peu importe, il n'y a pas besoin pour capter l'importance de ce personnage, en tout cas dans le monde culturel, puisque à la page 29, l'autrice nous explique que Lisbeth a eu une enfance très dure, donc c'est de la fiction. Hein. Elle a eu une enfance très dure, son père bat sa mère, un jour il la frappe si violemment que celle-ci tombe dans le coma. Lisbeth a alors 12 ans et elle décide de se venger de sa mère en versant une bouteille d'essence sur son père et de lui jeter une allumette enflammée. À la suite de cet épisode, l'adolescente est internée dans un hôpital psychiatrique où elle subit de nombreux abus sexuels, puis elle est mise sous tutelle après ses 18 ans. Très loin de l'enfance rêvée, malgré un caractère dur et une apparence impressionnante, Lisbeth Salander est attachante. On veut la connaître, la comprendre, la rencontrer, car ses méthodes, bien que discutables, ne sont pas dépourvues d'éthique. Lisbeth Salander veut avant tout rendre justice aux femmes ayant été violentées par des hommes, coûte que coûte. Et une des scènes marquantes concernant ce personnage, c'est le moment où elle va se venger de son violeur en lui tatouant sur le ventre la phrase suivante:
Je suis un porc sadique, un salaud, un violeur. Le fait de représenter un tel personnage et en plus de ça d'en faire un personnage protagoniste et non pas un méchant ou un personnage que l'on doit tester mais quelqu'un d'héroïque, visiblement vu comment c'est décrit, eh ben c'est quelque chose de très nouveau puisqu'on a un personnage féminin qui est pas là pour faire bander le spectateur, qui est pas là pour correspondre à tous les attributs que le male gaze pose sur les représentations féminines. À cette époque-là, au début des années 2000, cette œuvre permet de faire bouger les lignes dans une certaine mesure puisque ce qu'elle dit au monde, c'est qu'en fait on peut être une femme et ne pas exister pour plaire à un homme et surtout avoir légitimement envie et besoin de se faire justice. Lisbeth Salander, elle, nous dit que nous avons le droit de riposter, que nous n'avons pas à chercher ou à donner une bonne image, que le patriarcat se détruit de manière littérale en crachant, en cassant des genoux et en déversant des litres de kérosène. Le dernier portrait de cette première partie concerne à nouveau cette fois une personne réelle. Lisbeth Salander est le seul personnage fictif de tous les portraits que l'on va voir aujourd'hui, mais il était important de le mentionner pour la suite, tu vas comprendre après. Mais donc pour ce troisième portrait, on va parler de Valérie Solanas, une femme qui a vraiment existé et qui est connue par le grand public notamment pour avoir tiré sur un artiste très connu de la moitié du XXe siècle qui s'appelle Andy Warhol. Valérie Solanas est connue du grand public pour avoir commis ce crime, mais dans le monde féministe, elle est surtout connue pour avoir écrit le célèbre Scum Manifesto. Je suis très contente de te parler de Scum Manifesto parce que c'est vrai que la plupart du temps, les hommes ont tendance à qualifier d'extrémiste n'importe quelle femme qui va être un petit peu féministe, même si c'est un féminisme super lisse, super blanc, très réformiste, etc. Alors que Valérie Solanas a existé et qu'elle a écrit Scum Manifesto. Donc si tu veux un exemple d'extrémisme féministe violent, je t'invite à lire cet ouvrage et là je pense que les pendules vont se remettre à l'heure. Il faut savoir que Valérie Solanas, comme énormément d'autres femmes, a vécu une existence très difficile. Dès son plus jeune âge, elle a subi des violences sexistes et sexuelles extrêmes qui expliquent probablement l'écriture de ce fameux manifeste. Scum Manifesto, c'est un plaidoyer pour l'éradication totale des hommes de la planète Terre pour créer un monde dystopique dans lequel les femmes domineraient le monde. J'ai le livre chez moi, j'ai lu les 3 premières pages et j'ai arrêté parce que même moi j'ai trouvé que c'était trop violent, que c'était trop misandre et que c'était... Voilà, j'y arrivais pas parce que c'est pas ma manière de voir les choses et j'ai trouvé même que c'était dérangeant de lire autant de haine envers ce qu'elle considère des accidents biologiques puisque c'est comme ça qu'elle décrit les mâles. Donc je te laisse imaginer si même moi j'ai trouvé que c'était trop extrême et trop violent ce que ça peut faire sur une personne qui ne se revendique pas féministe ou qui plus est un homme. De mon point de vue, Valérie Solanas n'est en aucun cas une figure à prendre en exemple. Son manifeste est intéressant à lire d'un point de vue critique, non pas pour s'en inspirer. Outre le projet d'éliminer les hommes du paysage, le livre contient d'autres positions discutables et condamnables avec lesquelles je ne suis pas d'accord. Cependant, dans un souci d'honnêteté intellectuelle, il me semblait impossible de ne pas évoquer ce livre. Voilà un exemple concret de femmes extrémistes détestant ouvertement les hommes. Dans Scum Manifesto, Valérie Solanas détaille de façon très précise son projet de mise en œuvre de la disparition des hommes de la planète. Elle explique par exemple comment il faudrait les traquer et les tuer. Qu'on soit choqué ou non par ces propos, que l'on soit d'accord ou non sur le fait de les exprimer de cette manière-là, il faut reconnaître que cette œuvre, Scum Manifesto, est inédit en ce qui concerne le fait de représenter la haine ressentie par énormément de femmes suite au fait d'avoir subi de la violence misogyne toute leur vie. Ce sentiment profond de haine et de misandrie qui découle directement de la détresse psychologique qu'a pu ressentir Valérie Solanas et toutes les femmes victimes de violences misogynes et sexuelles, cette haine se doit d'être reconnue et entendue. Elle nous dit quelque chose, elle témoigne d'un problème que beaucoup de femmes vivent. Parce qu'il n'y a pas que Valérie Solanas qui aurait pu écrire Scum Manifesto. On est beaucoup, en fait, à un moment donné, à avoir eu envie d'écrire un truc pareil. J'ai dit tout à l'heure que j'avais trouvé Scum Manifesto désagréable à lire parce qu'au moment où je l'ai lu, j'avais pas besoin, en fait, de ce type de discours parce que je cherchais autre chose. Mais dans les moments où je replonge dans mes souvenirs traumatiques, où je revis des choses qui me paraissent profondément injustes et dangereuses pour mon intégrité physique, morale, sexuelle, etc., dans ces moments-là, je peux tout à fait comprendre le propos que peut tenir Valérie Solanas dans certaines de ces pages, puisque comme n'importe quel autre être humain, quand on nous pousse au-delà de nos retranchements, quand on nous violente si longtemps, de manière si intense, si injuste, il est normal à un moment donné d'avoir, d'être dans une absurdité, dans une irrationalité vengeresse dans laquelle on veut littéralement l'éradication et la disparition des personnes qui peuvent s'associer à nos bourreaux. L'enjeu étant de se libérer de cette haine pour pouvoir en faire quelque chose de productif,
quelque chose qui puisse apporter à la lutte et non pas juste de la haine pour de la haine et de la violence pour de la violence comme ça, aléatoire, désorganisée et gratuite. On a fini la première partie du livre, donc par rapport à la représentation et la conceptualisation de la violence, et maintenant on va parler de femmes qui ont vraiment existé et qui sont passées à l'acte. Dans cette deuxième partie du livre, elle va commencer avec le portrait de sa propre grand-mère, Ita. Ita, donc la grand-mère d'Irénée, était mariée à Isodoro, c'est bizarre de le dire avec l'accent français mais peu importe, pendant des années, et elle a été frappée à 3 reprises par son mari. La 3e fois qu'elle a été frappée, elle l'a regardé dans les yeux et elle lui a dit « La prochaine fois que tu me touches, je te tue dans ton sommeil ». Après cette menace, il ne l'a plus jamais agressée physiquement. Ita, lorsqu'elle était plus jeune, avait déjà fait preuve de violence à l'encontre de plusieurs hommes. À son époque, il était beaucoup plus commun et banal de voir des hommes agresser de manière explicite des femmes dans l'espace public. Et alors que la plupart du temps, les réactions de ces femmes-là étaient de ne rien faire ou de gentiment demander à ce que l'homme arrête, Ita n'hésitait pas à les frapper devant tout le monde sans réfléchir, comme ça, du tac au tac. Je ne sais pas dans quel monde vivent les fervents défenseurs de la pureté pacifique. Je ne sais pas ce qui est le plus dérangeant dans ce schéma de pensée. La mauvaise foi de nier que la violence peut être tout à fait utile, nécessaire et efficace, ou le refus d'assumer que la non-violence est un privilège. Ma grand-mère, pauvre et sachant à peine lire, n'en a rien à faire des recours légaux et des méthodes pacifistes. Les sit-ins et la communication non-violente, elle les emmerde. Sa condition ne lui permettait pas de réfléchir à d'autres méthodes que celles à sa portée. Aujourd'hui, en prétendue démocratie, les recours contre les agressions sexuelles sont très limités, d'autant plus lorsque la victime se trouve dans une situation de précarité. Imaginez donc les possibilités de se défendre sous une dictature qui ne reconnaissait pas les violences faites aux femmes comme telles et où le divorce était interdit. Ita a mené la vie à laquelle les prolétaires de tous les pays sont destinés. Elle a nettoyé des maisons de riches, élevé 4 enfants et lavé les chaussettes de son mari. En plus d'avoir subi le fascisme et la violence de classe, sa condition de femme l'a soumise à la domination patriarcale. Elle n'a pas eu besoin d'aller à l'université ou de lire des essais féministes pour comprendre que les rapports d'oppression ne sont ni justes ni tolérables. Et pour les contrer, ma grand-mère n'a jamais hésité à faire usage de la seule solution à sa portée, la violence. Contrairement à ce que nous nous acharnons à croire, la violence est parfois la seule solution. Il existe des femmes qui ont tué pour ne pas mourir, des femmes qui ont tué pour obtenir la justice que le système judiciaire bourgeois blanc et patriarcal leur refuse. Je ne dis pas que cela est bien, je ne dis pas que cela est mal, je dis que cela est et sera. Je dis que nier ces faits, c'est cacher une partie de notre histoire. Effacer les histoires de ces femmes revient à les silencier une fois de plus. Alors Ita n'est pas allée jusqu'à commettre des crimes pour se défendre, mais le simple fait d'avoir riposté physiquement à ces agressions ou d'avoir menacé son mari de mort rentre déjà dans le registre de l'usage de la violence de la part d'une femme à des fins de survie. On va voir des profils de femmes qui ont finalement été jusqu'à l'acte meurtrier pour pouvoir se défendre, mais avant je vais te parler d'Ana Orantes. Ana Orantes va marquer l'histoire politique, médiatique et judiciaire de son pays, qui est donc l'Espagne, le 4 décembre 1997, puisqu'à cette date, elle va témoigner devant les caméras de son pays en direct à la télévision sur une chaîne très connue qui s'appelle Canal Sur. Elle va parler pendant 30 minutes des violences conjugales qu'elle a subies pendant 40 ans. Et ça, c'est quelque chose qui n'était jamais arrivé auparavant dans ce pays. Pendant 30 minutes, devant tout le monde, en direct, elle va décrire en détail 40 ans de souffrance, 40 ans de violence, 40 ans de soumission. Elle explique que pendant les 25 premières années de sa vie conjugale, elle n'a jamais rien fait, elle s'est soumise à ces violences et n'a pas cherché à se défendre. Mais après ces 25 années, elle a commencé à vouloir demander de l'aide. Je viens de te le dire, elle a été maltraitée pendant 40 ans. Ça veut dire que sur ces 40 ans, elle a passé 15 ans à demander de l'aide. Pendant cette période, elle va solliciter l'aide des autorités une quinzaine de fois en vain. Elle finit difficilement par obtenir un genre de divorce. En gros, elle n'est plus officiellement mariée à cet homme, par contre, on l'oblige à vivre sous le même toit que son ex-mari. Elle vit à l'étage, lui au rez-de-chaussée. Le 17 décembre 1997, 13 jours après le témoignage d'Ana Orantes à la télévision, et alors qu'elle rentre chez elle après avoir fait quelques courses, José Parejo verse de l'essence sur elle avant d'allumer un briquet. Après 40 ans à la soumettre, à la torturer et à la posséder, il finit, comme dans de nombreux cas, par lui ôter la vie. Brûlée vive car sortie de son emprise, car ayant libéré sa parole. Brûlée vive car débarrassée de la honte, car libre, car forte, car courageuse. Brûlée vive car femme. Comme tant d'autres avant elle, ce féminicide, le 59e de l'année 1997 en Espagne, traumatise le pays.
En 1999, soit 2 ans après la mort d'Ana Orantes, le code pénal est réformé pour permettre l'application des mesures d'éloignement pour protéger les victimes de violences conjugales et la prise en compte de la violence psychologique lors des procès. Avant le meurtre de cette femme, déjà on parlait même pas de féminicide, mais les féminicides étaient documentés en marge de la presse, dans la rubrique faits divers, à côté des désagréments climatiques et des morts par accident. Mais depuis que ce tragique événement a eu lieu, la presse a commencé à parler des violences faites aux femmes d'une manière qui jusqu'alors n'avait jamais existé. Les violences faites aux femmes ont commencé à être réellement considérées comme telles, comme de réels faits de société, ce qui fait que l'Espagne avait une vingtaine d'avance, en tout cas en ce qui concerne les violences sexistes et sexuelles misogynes, par rapport à la presse d'autres pays européens par exemple. Ana Orantes n'a pas fait usage de la violence. Elle a alerté les autorités de sa situation pendant des années. Elle a dénoncé sa condition à la télévision pour sensibiliser l'opinion publique. Elle s'est défendue par un biais légal et pacifique, et son mari a fini par la brûler vive. Ce n'est qu'après sa mort que sa parole a été entendue. Ana Orantes est la preuve tragique de comment les moyens traditionnels mis à disposition des femmes victimes de violences peuvent se révéler complètement inutiles dans bien trop souvent de cas. Il ne faut jamais oublier Ana Orantes. Son souvenir et le récit de son histoire doivent à jamais rester inscrits dans nos mémoires. Nous devons garder en tête les raisons qui poussent certaines femmes à commettre des crimes pour ne pas mourir. Donc là, je t'ai parlé de Ita, je t'ai parlé de Ana Orantes, et maintenant je vais te parler de femmes qui finalement sont réellement passées à l'acte meurtrier pour se défendre ou pour se venger. Le prochain portrait qui nous intéresse est celui de María del Carmen, une femme qui, le 13 juin 2005, attendait tranquillement à un arrêt de bus jusqu'au moment où un homme s'arrête à son niveau, se penche pour lui demander « Bonjour madame, comment vont vos filles ?» Elle ne répond pas à cette question, elle se lève, elle se dirige vers la station-service la plus proche, remplit un bidon d'essence, retourne retrouver cet homme, lui vide l'essence dessus et lui met le feu. Cet homme, du nom de Antonio Cosme, avait violé sa fille de 13 ans à l'époque des faits et avait fait de la prison. Il en était ressorti et quand il a reconnu María del Carmen, il l'a clairement provoquée. María del Carmen a brûlé vif l'homme qui avait violé sa fille quelques années auparavant. Alors là, oui, on est dans un cas de vengeance et non pas de légitime défense, mais ce qu'on peut retenir de cette situation avec María del Carmen, c'est que la prison ne protège pas les femmes et ne réforme pas les violeurs. Le fait de mettre des violeurs en prison n'empêche pas les hommes de violer. C'est vieux comme le monde et on sait très bien que la majorité des violeurs ne vont pas en prison. Et même si on voudrait qu'ils aillent en prison, ce serait impossible parce que statistiquement, ils sont trop nombreux et c'est juste matériellement impossible d'enfermer autant de personnes et surtout, ça ne sert à rien. Et je pense que María del Carmen avait très bien compris que c'est pas parce que cet homme avait été en prison qu'il ne représentait plus un danger. Donc, au moment où il a fait cette remarque, c'était cuit pour lui. Sans mauvais jeu de mots. Que ce soit de la légitime défense ou de la vengeance pure et dure, des femmes qui s'en sont pris à des hommes jusqu'au point de les tuer, il y en a eu beaucoup et on n'en a jamais entendu parler ou très peu. Et si on en entend parler, c'est pas pour dénoncer les crimes qui ont poussé ces femmes à arriver jusque-là, c'est surtout pour les diaboliser. Est-ce que tu as entendu parler de Fatia Tawi, qui le 27 juin 2013 a tiré une balle mortelle du coup sur son mari qui avait une interdiction d'approcher le domicile dans lequel elle vivait avec ses enfants. Malgré cette interdiction qui est une interdiction judiciaire, un moyen légal de lutter contre la violence, cet homme s'est quand même pointé au domicile de cette femme avec une arme. Et c'est pour ça qu'elle lui a tiré dessus, tout simplement parce qu'elle avait peur qu'il la bute en premier. Sinon, on a aussi l'histoire de Jacqueline Sauvage qui, le 10 septembre 2012, après 47 ans de violences sexistes et sexuelles, finit par tirer une balle dans le dos de son mari avec un fusil. Ou encore Bernadette Dimet qui, la même année, donc le 2 janvier 2012, tue aussi son mari avec un fusil de chasse après 40 ans de violences conjugales. En France, entre 2012 et 2018, 78 femmes victimes de violences conjugales ont tué leur mari. Est-ce que tu as entendu parler de ces 78 femmes? Alors Jacqueline Sauvage, très probablement, mais toutes les autres, j'en suis sûre que non. Dans tous les pays, des femmes tuent l'homme qui partage leur vie. Mais à la différence des hommes qui tuent par misogynie, motivés par les pleins pouvoirs que le patriarcat leur accorde, les femmes tuent pour survivre. L'homme tue car on lui a toujours dit que la terre et les êtres qui l'habitent lui appartiennent. Dans le système patriarcal, les hommes exercent la violence pour marquer leur statut dominant. Il ne s'agit pas de savoir si tous les hommes sont des violeurs ou des meurtriers, mais d'accepter que le système leur donne la possibilité de l'être, et ce, sans nécessairement risquer grand-chose. La violence est inhérente au patriarcat. Elle est omniprésente. Vivre dans la peur du viol, c'est violent. Risquer de mourir en avortant clandestinement, c'est violent. Les mutilations génitales, c'est violent. La violence conjugale, c'est violent.
Sont également violentes l'invisibilisation des femmes dans l'histoire, leur précarité, ainsi que le contrôle abusif pratiqué sur leur corps. Le patriarcat est violent par essence, et sa destruction le sera aussi. Depuis la nuit des temps, des femmes ont fait usage de la violence pour se libérer des carcans imposés par leurs conditions. Le féminisme est violent depuis le début, mais à la différence du patriarcat, la violence féministe n'est pas oppressive, elle est subversive. La violence comme outil du féminisme est tout simplement un moyen d'autodéfense, un moyen de survie. Et c'est bel et bien un moyen et non pas une fin. On continue cette série de portraits avec celui de Noura Hussein, une Soudanaise qui, en 2018, a bénéficié d'une campagne internationale lancée par plusieurs ONG qui exigeait justice pour cette femme de 20 ans qui, 4 ans plus tôt, avait été forcée de se marier avec son cousin de 31 ans. Elle avait 16 ans, elle a été piégée par ses propres parents et lors de la première fois qu'on a essayé de la faire se marier à cet homme, elle a fui pour vivre chez l'une de ses tantes à 200 km du domicile familial. Après 3 ans de fugue, elle finit par retourner chez ses parents qui lui promettent que l'union sera annulée et que ce ne sera plus un problème dans sa vie. Or, c'est à nouveau un piège, elle retourne vivre chez ses parents et cette fois, le piège se referme sur elle. On la force donc à se marier à cet homme et les 4 premiers soirs de leur union, elle va le repousser physiquement puisqu'elle ne souhaite pas, évidemment, consommer son mariage. Sauf qu'au 5e soir, son mari décide que c'est lui qui aura le dernier mot et avec l'aide d'autres hommes de sa famille, il finira par la violer. La manière dont ils ont procédé est très simple, ils ont décidé qu'ils allaient tous la maintenir allongée pendant que son mari la violait. Le lendemain de ce crime, il retente d'abuser d'elle et cette fois, elle se défend à coups de couteau et finit par le tuer. Son père, qui donc l'avait forcée à se marier puis ensuite avait participé à son viol en la maintenant allongée, décide de la dénoncer à la police pour qu'elle soit emprisonnée, et c'est exactement ce qui va se passer. Elle est incarcérée et immédiatement condamnée à mort. Il faut savoir qu'au Soudan, une femme sur 3 est mariée de force avant l'âge de 18 ans, et ça, c'est la loi qui le permet. Donc laisser la justice faire son travail, la loi, tout ça... Après avoir été piégée, mariée de force et violée, que pouvait-elle faire d'autre que d'employer la violence lorsqu'elle s'est de nouveau retrouvée face à un agresseur que la loi ne reconnaît pas comme tel ? Quel autre recours peuvent avoir les femmes dans cette situation si le mariage forcé et le viol conjugal ne sont pas criminalisés ? L'histoire d'une adolescente mariée de force à un homme qu'elle répudie et violée à répétition n'a rien d'inhabituel. C'est le récit d'une histoire banale, comme il en existe des millions dans le monde. Une histoire reproduite à l'infini, avec différents noms et différents visages, mais toujours la même fin. Une histoire qui ne heurte même plus. Car ce qui rend le patriarcat puissant, ce qui fait sa domination toute puissante, c'est qu'il est ordinaire. La violence faite aux femmes est banale, car constante, car quotidienne. En effet, tout ce qui rend extraordinaire l'histoire ordinaire de Noura Hussein, c'est qu'elle a tué son violeur. On a fini le résumé de cette deuxième partie, maintenant on va rentrer dans la troisième partie qui s'appelle « La violence comme stratégie politique féministe ». Elle va commencer cette partie en parlant du livre que j'ai déjà présenté sur cette chaîne qui s'appelle « Comment la non-violence protège l'État » de Peter Gelderloos. Tu pourras trouver le lien du livre dans la description. Et donc, comme son nom l'indique, c'est un livre qui explique que le fait de prôner la non-violence comme seul et unique outil légitime de lutte sociale est finalement le meilleur moyen pour faire perpétuer les discriminations que l'on cherche absolument à combattre et à éradiquer. On a tendance à penser à tort qu'aujourd'hui, dans le monde occidental moderne, la violence est moins présente que dans les autres formes de civilisation qu'a connu l'histoire de l'humanité. Or, c'est faux. La violence n'a jamais été aussi présente et constante et banalisée qu'aujourd'hui. Est-ce que je dois préciser qu'actuellement il y a des personnes en train de documenter leur propre extermination sur nos écrans de téléphone tous les jours depuis 4 mois maintenant ? Donc la violence est omniprésente, elle est plus visible qu'avant et c'est un non-sens de penser que dans d'autres périodes de l'histoire, les êtres humains l'étaient plus que maintenant. C'est faux et ça c'est sociologiquement, anthropologiquement, psychologiquement prouvé. La violence est donc omniprésente, elle n'a jamais cessé d'exister et aujourd'hui elle prend des formes qui n'avaient jamais été vues auparavant, notamment avec la technologie, l'intelligence artificielle et toutes ces nouvelles choses qui permettent de la multiplier de manière exponentielle. Cette violence omniprésente étant clairement définie et perçue par les féministes de tout temps dans notre histoire, elles sont nombreuses à avoir utilisé cet outil pour se faire entendre et pour obtenir justice. C'est le cas par exemple des suffragettes britanniques qui, pendant le XXe siècle, ont commis plusieurs attentats afin d'obtenir le droit de vote. C'est d'ailleurs pour ça qu'on l'appelle les suffragettes. Leur devise, des actions, pas des mots,
nous annonce clairement la couleur de ce qu'elles comptent faire. Elles vont faire une série d'actions violentes et choquantes, qui en soi ne le sont pas vraiment, mais pour la société ça l'est, comme par exemple couper des fils de télégraphe, s'en prendre à des politiciens ou à des policiers directement, provoquer des incendies et ce genre de choses. Au fur et à mesure des années, leurs actions gagnent en violence jusqu'au point où elles vont carrément finir par poser des bombes. Évidemment, plusieurs d'entre elles vont finir par faire de la prison puisque leurs actions sont considérées comme des attentats. Irénée, à ce moment du livre, va mentionner le travail d'une autre autrice féministe que je te recommande vivement de lire qui s'appelle Elsa Dorlin et notamment un texte très connu de cette autrice qui s'appelle Se défendre. Dans ce texte, Elsa Dorlin nous explique que ça ne sert à rien d'attendre de l'État de nous protéger puisqu'en fait c'est l'État lui-même qui arme les personnes qui nous oppressent et nous tuent. Un mouvement politique basé exclusivement sur des stratégies traditionnelles, légitimes et légales est un mouvement qui est condamné à demander sa permission à l'oppresseur d'arrêter de nous oppresser. On attend sa permission, sa validation, son autorisation pour que nous on puisse lutter contre lui. Il y a comme quelque chose qui cloche. C'est bien l'État qui refusait aux femmes le droit de vote. C'est bien l'État qui rendait légal le viol conjugal. C'est bien l'État qui rendait légal le fait de frapper sa femme. C'est bien l'État qui interdisait la contraception et l'avortement aux femmes à une certaine époque. Donc les suffragettes ont bien compris que l'État n'était pas leur ami et que c'était directement contre lui qu'il fallait agir. C'est pourquoi, par exemple, elles prenaient des cours de jujitsu pour pouvoir se défendre face aux policiers. Et je dis pas ça pour me moquer d'elles quand je rigole, c'est juste que je pense à la dernière vidéo que j'ai sortie. Ouais, c'est ça, la vidéo que j'ai faite la semaine dernière où j'explique justement que la boxe me sauve la vie. Non pas parce qu'un jour je vais me fighter avec un flic, parce que voilà, il y a très très peu de chances qu'un jour ça m'arrive, n'est-ce pas? Mais surtout par le fait que on cherche des moyens de se sentir forte, d'être en capacité de se défendre, etc. Et je savais même pas à quel point ma vidéo de la semaine dernière était proche de celle que j'allais faire aujourd'hui. Bref, passons. Donc la lutte sociale ne passe pas exclusivement par la transformation politique, mais aussi une transformation corporelle et intime de nos personnes. Oui, on va chercher à changer la société autour de nous, mais il faut aussi qu'on cherche à se changer soi, qu'on cherche à changer les injonctions qui sont faites à notre corps et à notre rapport à notre intimité. À la page 80, Irénée va citer du coup le texte d'Elsa Dorlin Se défendre dont j'ai parlé juste avant. En libérant les corps des vêtements qui entravent les gestes, en déployant les mouvements, en ravivant les muscles, en exerçant un corps qui habite, occupe la rue, se déplace, s'équilibre, l'autodéfense féministe instaure un autre rapport au monde, une autre façon d'être. Ainsi, en apprenant à se défendre, les militantes créent, modifient leur schéma corporel propre, qui devient alors en acte le creuset d'un processus de conscientisation politique. L'oppression que l'État fait sur nos corps, déjà de un, elle est très réelle, parce qu'il s'attaque à notre capacité de procréer, mais aussi à son apparence, à sa capacité ou non d'occuper l'espace public, à la façon dont il devrait être habillé. Ça lui permet de transformer des personnes qui à la base sont des sujets en étant des objets. Le fait de déshumaniser un groupe social, c'est la base de l'oppression. On s'altérise, tu n'es pas comme moi, mais en plus de ça, tu ne fais même pas partie de mon espèce. Tu n'es pas un sujet, tu n'es pas quelqu'un, tu es quelque chose, un objet que je vais pouvoir utiliser à ma guise. Et la loi vient appuyer ce genre de raisonnement, puisque c'est la loi, par exemple, qui décide qu'en France, des jeunes filles ont le droit ou non à l'éducation sous prétexte qu'elles portent un abaya. On te refuse littéralement l'éducation parce que t'as un bout de tissu qui correspond pas aux attentes d'un gouvernement. Non seulement ces corps sont contrôlés constamment et dressés à se comporter d'une manière qui ne soit pas dangereuse pour l'État évidemment, mais en plus de ça, ces corps sont activement maltraités, frappés, violentés, abusés et tués. On parle d'un féminicide tous les 3 jours en France. Si on parle des violences sexuelles, c'est affreusement élevé comme chiffre. Tous les jours, des dizaines, voire des centaines de personnes subissent un abus physique sur leur personne et c'est socialement accepté. En faisant de nos corps maltraités des corps qui ripostent, nous reprenons en main notre existence. Adopter l'autodéfense politique, mais plus concrètement l'autodéfense féministe, c'est réaliser notre force et nos capacités. C'est faire de nos corps, a priori fragiles et sans défense, notre puissance. C'est prendre en conscience tout cela et c'est se préparer pour changer les choses de manière radicale. L'autodéfense féministe ne consiste pas en un déversement de violence chaotique, mais bien en toute une stratégie structurée et organisée. Les femmes britanniques, grâce aux suffragettes, ont fini par obtenir le vote en 1928. Et c'est pas grâce à une lutte non violente et pacifiste qu'elles l'ont obtenu. Alors je voulais te parler du cas allemand avec le collectif Rote Zora.
Je crois que ça se prononce comme ça. Mais j'ai pas le temps parce que je suis pressée et cette vidéo s'éternise, donc je vais tout de suite te parler du cas de la Ciudad Juárez au Mexique avec Diana, la chasseuse de chauffeurs. Tu le sais peut-être ou non, mais au Mexique, les féminicides sont drastiquement plus élevés que dans un pays comme la France par exemple, et c'est socialement un problème prédominant, très présent, notamment concernant les femmes qui travaillent à la frontière avec les États-Unis. La Ciudad Juárez est connue justement pour son taux de féminicide très élevé, puisque les femmes qui doivent travailler à la frontière souvent empruntent des bus du coup conduits par des chauffeurs hommes qui les mènent jusqu'à la frontière états-unienne pour qu'elles aillent travailler et ensuite les ramènent à la ville, donc Ciudad Juárez. En 2013, on retrouve le corps de 2 chauffeurs qui ont été tués par une femme qui revendique les meurtres dans un courrier, une femme qui est anonyme, mais qui va se nommer Diana, la chasseuse de chauffeurs. Ces chauffeurs ont été retrouvés avec plusieurs balles dans la tête et on peut bien imaginer que c'était une réponse directe à une inaction gouvernementale qui laissait littéralement mourir des dizaines de femmes, des centaines de femmes chaque année dans l'indifférence générale. L'absence totale de réponse politique et judiciaire face aux agressions sexuelles, aux viols et aux féminicides au Mexique fait enfler d'année en année la colère des Mexicaines. L'été 2019 a marqué le début d'un grand mouvement de révolte féministe. Dans un pays où sont recensés en moyenne 10 féminicides et 50 viols chaque jour, les femmes ont décidé d'envahir l'espace public pour crier leur désespoir. Le 12 et 16 août 2019, des milliers de femmes sont descendues dans les rues de Mexico. Leur mot d'ordre, #No me cuidan, me violan, ce qui veut dire « Ils ne me protègent pas, ils me violent », en référence au viol de 2 adolescentes par des policiers. C'est donc un slogan anti-police. Ces femmes ont fini par jeter des paillettes roses sur le chef de la police. Elles ont inscrit des slogans sur du coup les murs des institutions. Elles ont brisé des vitrines, vandalisé un métro et incendié un commissariat. Sur internet, les réactions sont nombreuses et Irénée en a relevé 2 qui, je trouve, sont très parlantes. Une personne a réagi en disant « Les paillettes, ça se balaye. Les murs, ça se repeint. Les choses, ça se répare. Alors que la vie et l'intégrité de nos corps ne se réparent pas. » Et une autre personne avait réagi en disant « Les paillettes tachent moins que le sang. » Je l'ai pas précisé tout à l'heure quand je parlais des suffragettes, mais les attentats à la bombe qu'elles ont commis, et c'est d'ailleurs le cas de la majorité des groupes féministes qui vont faire ce type d'action, c'est des attentats qui sont pensés dans le but de ne mettre en danger la vie de personne. Après ces différentes mobilisations, de nombreux politiciens et citoyens ont dénoncé la nature des protestations, insistant sur le fait qu'il y a d'autres manières de dénoncer les choses, et que la violence et le vandalisme risquaient de desservir la cause. Des murs tagués scandalisent davantage que les féminicides. Des vitres cassées choquent davantage que les corps sans vie de femmes assassinées. Face à la violence systémique et impunie, exiger des femmes qu'elles mènent une lutte féministe pacifiste est plus qu'indécent. Diana, la chasseuse de chauffeurs, a pris des mesures extrêmes pour tenter d'en finir avec une situation extrême. Au lieu de nous appesantir sur la moralité ou l'immoralité de son geste, interrogeons-nous plutôt sur le niveau de détresse qu'il faut atteindre pour en arriver là. Quand une femme part chaque jour au travail avec en tête l'idée qu'elle risque de finir morte dans le désert ou mutilée dans un sac plastique, elle ne vit pas, elle survit. Diana la chasseuse a tué 2 hommes. Personne ne veut en arriver là. Je ne pense pas qu'elle ait elle-même souhaité en arriver là. Et je suis convaincue qu'elle avait déjà tenté de faire les choses autrement. Mais la violence machiste ne fait pas les choses autrement. La violence machiste ne négocie pas les règles. Elle viole, elle tue. Elle a traumatisé des milliers de femmes à Juárez et a aspiré des centaines de familles dans le deuil. Je ne juge pas le geste de Diana. J'essaye d'imaginer à quoi a pu ressembler sa vie, soumise à la peur, remplie des témoignages de ses camarades violés ou de la perte de proches assassinés. J'essaye d'imaginer à quoi ça ressemble de prendre conscience que personne n'en a rien à foutre du sort des femmes, même quand leur vie est en jeu. Je ne condamne pas le geste de Diana. Je condamne la situation qui l'a poussée à en arriver là. Diana, la vengeresse des femmes de Juárez, n'a jamais été retrouvée. On arrive gentiment à la fin du livre. Elle va citer la journaliste Molly Fisher avec une phrase qui, je pense, mérite d'être retenue par tous et toutes, en tout cas les personnes qui regardent cette vidéo. Peut-être que craindre les femmes, c'est aussi commencer à les voir comme des êtres humains. À la page 102, elle termine en disant « Alors oui, peut-être que pour survivre et tenter de détruire un système meurtrier, certains, certaines ont fait, font ou feront usage de moyens moralement interrogeables. Mais le sujet méritera d'être exploré le jour où il occupera autant de place que la violence imputable au patriarcat. » Dans une vidéo virale, Yesenia Zamudio, une Mexicaine dont la fille a été assassinée, affirme « J'ai le droit de cramer et de casser. Je ne vais demander la permission à personne, car je suis en train de casser pour ma fille. Que celle qui veut casser, casse. Que celle qui veut cramer, crame. Et que celle qui ne veut pas, ne nous gêne pas. » J'aurais bien voulu débriefer sur mon opinion personnelle sur la question, mais je me rends compte que je l'ai justement déjà fait dans la vidéo que j'ai postée la semaine dernière. Donc je t'invite à la regarder pour que tu comprennes
ma vision par rapport à l'usage de la violence, à comment on peut l'utiliser, la vivre, qu'est-ce que ça fait de la subir, etc. Donc je te mettrai cette vidéo aussi dans la description. Comme d'habitude, si tu veux soutenir mon travail pour que je sois le plus autonome financièrement possible, je t'invite à me faire un petit don sur la plateforme Tipeee. C'est une manière pour moi de continuer à faire mes vidéos de la manière la plus confortable possible et je te remercie 1000 fois si tu as déjà participé à me faire un don, même si c'était 50 centimes ou 1 euro, pour moi ça fait la différence au quotidien et je t'en remercie du plus profond de mon cœur. On se retrouve nous dans une prochaine vidéo la semaine prochaine. D'ici là, prends grand soin de toi et n'oublie jamais que je t'aime très fort.